Merci pour ces éléments de réponse. Moi, je crois, mais peut-être que je me trompe, il y a une affaire qui est en cours aussi. Je crois que c'est l'affaire Galtier, qui repose un peu sur les mêmes éléments que ce qu'on évoque aujourd'hui sur les racismes, discriminations en raison de l'origine. Enfin, voilà. Donc on verra aussi quelle suite sera donnée à cette affaire. Je pense que c'est important effectivement qu'à un moment la justice puisse aussi sanctionner pénalement les personnes pour que ça ne se reproduise plus, parce que j'ai un peu le sentiment quand même que depuis 2011, là je parle d'une affaire qui date de 2021-2022, hein, c'est très récent, donc on voit bien qu'il n'y a pas eu forcément de changement dans cette fédération française de foot. Donc moi je suis très... Enfin, ça me choque profondément en réalité qu'en plus de 10 ans, on n'ait pas évolué sur cette question-là, qu'il y ait toujours de telles pratiques dans ce mouvement-là, enfin, en tout cas dans cette fédération. Une remarque, vous avez évoqué la question du journal L'Équipe, et je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'au mois de juillet, on a eu l'occasion d'auditionner M. Molina, qui nous avait un peu dit la même chose que vous, même si c'était d'une autre manière, en nous disant qu'il y avait pas mal de journalistes qui étaient au courant de certaines affaires qu'ils ne publiaient pas parce qu'ils subissaient des pressions ou parce qu'ils ne souhaitaient pas être qu'ils ne souhaitaient pas être mis en difficulté. Donc, est-ce que vous confirmez ou pas ce genre de pratique, même si je le comprends un peu dans ce que vous me dites par rapport à L'Équipe, le fait qu'ils soient plus invités, qu'ils aient plus d'interviews, c'est une forme de pression en réalité et qui entrave le travail journalistique, le fait de le faire de cette manière-là. Donc peut-être déjà là-dessus, puis je reposerai une question ensuite. Alors là, moi, ma position, c'est de ne pas pouvoir répondre et de l'assumer à votre question pour une raison simple. C'est que, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, on essaye, nous, de s'exprimer sur des faits documentés et publics. Moi, je ne peux pas venir à la tribune de l'Assemblée nationale dire « oui, je sais qu'il y a ça » et ne pas vous donner des exemples concrets, précis, documentables. Ce serait alimenter en commentaire une discussion, mais sans soubassement factuel. Et je pense que ce ne serait pas faire honneur à l'enceinte parlementaire de procéder de la sorte. Voilà. Donc je ne peux pas répondre, moi, à cette question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une information ? Est-ce que les journalistes ont pu la recouper ? Est-ce qu'ils en étaient à la publier ? Est-ce que c'est au dernier moment une information ? En effet, on n'a pas documenté de cas de ce type, et nous, on ne s'interdit pas de documenter des cas de censure à Mediapart. Donc si ça avait été le cas, ou si on en a connaissance à l'avenir, on le fera. Cependant, là, je dirais l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de spécificité à proprement parler pour le sport. C'est-à-dire que, pour prendre un domaine que vous connaissez bien, qui est celui de la politique, nous, on a des journalistes politiques à qui on a des dirigeants de partis qui ne parlent plus parce qu'on a révélé tel ou tel fait qui concerne leur parti ou leur ami, etc. C'est fréquent. En fait, ils n'ont plus leurs sources, ils n'ont plus accès à certaines informations, ils ne sont plus invités à certains déjeuners avec des journalistes parce qu'en fait, le traitement qui a été fait leur a déplu. Donc là-dessus, malheureusement, c'est une difficulté à laquelle il n'y a pas que les journalistes sportifs qui se heurtent. Alors, 2 questions, et après on passera la parole. Juste, j'aimerais vraiment revenir sur comment vous expliquez qu'on n'ait pas évolué en fait au sein de la FFF sur cette question du racisme et des discriminations, parce que moi je peux entendre qu'il y a des personnes, enfin voilà, l'information, vous me dites, elle existe, il y a des personnes qui avaient les informations, qui savaient, elle existe cette information, puisqu'elle arrive jusqu'à vous et qu'elle est publiée en dernier ressort. Comment vous expliquez justement que ça n'évolue pas ? Où est la faille finalement de ce système ? Est-ce que c'est le fait que... j'ai entendu protéger le sport à tout prix, on l'a aussi entendu au niveau de l'athlétisme, c'était un peu ce qui ressortait beaucoup. Est-ce que c'est ça uniquement ? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait jamais de sanctions ? Est-ce que c'est le fait que le politique s'en empare pas ? Enfin voilà, vraiment, moi j'aimerais vraiment comprendre pourquoi on n'a pas réussi à évoluer là-dessus. Et peut-être une dernière question, Mediapart a récemment publié plusieurs articles sur la sélection de Bastien Chalureau. Donc là, je vais passer plutôt côté rugby. Donc condamné en première instance. Donc ce joueur continue à nier les accusations de racisme et il a fait appel. Le président de la République a estimé dans une interview, au journal L'Équipe d'ailleurs, qu'il serait préférable que le joueur ne soit plus sélectionné au 15 de France si la condamnation était confirmée en appel. Selon vous, quel équilibre trouver entre le respect de la présomption d'innocence et la nécessaire lutte contre le racisme
du coup, qui semble quand même assez présente dans le milieu sportif. Je vais essayer de répondre rapidement aux deux questions. En commençant par la dernière, la question que vous posez sur la justice, la présomption d'innocence, la condamnation, en fait, ne s'applique pas qu'au sport, et c'est un large débat. Et d'ailleurs, j'ai participé à une autre commission, sous une autre mandature, sur ces questions-là qui sont épineuses, fondamentales et passionnantes, je dois dire. Dans le monde politique, il n'est pas abusé de dire qu'il y a eu une évolution des pratiques vis-à-vis de la poursuite judiciaire qui concerne le monde politique. Il y a eu ce qu'on a appelé à tort, on a utilisé le mot jurisprudence, ça n'en était pas une du point de vue du droit, la jurisprudence dite Balladur, qu'un ministre mis en examen devait démissionner. La théorie qui sous-tendait cette décision-là n'était pas de porter atteinte à la présomption d'innocence. Je rappelle que l'atteinte à la présomption d'innocence, c'est un concept juridique qui fait que quiconque ne peut dire que quelqu'un est coupable pénalement d'un fait tant qu'il n'a pas été condamné définitivement pour cela. On ne peut pas présenter quiconque de coupable pénalement d'un fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter des situations, qu'on ne peut pas discuter politiquement, administrativement. Ça ne veut pas dire que les citoyens ne peuvent pas regarder les faits. Le travail de la justice, c'est de regarder si des faits qui existent rencontrent une définition offerte par le code pénal. Personne dans la société, à part des gens dont c'est le métier, peuvent le faire. Ces gens, ce sont des magistrats. S'il y avait cette jurisprudence dite Balladur, c'était pour une raison, je crois, assez simple, c'était que la personne mise en examen ne prenne, pardon l'expression, elle est outrée et à certains égards détestable, mais ne prenne pas en otage l'institution, et que le soupçon qui vise la personne ne vise pas l'institution. C'est une façon de protéger l'institution de cela, et que la personne soit pleinement à sa tâche, par ailleurs, vis-à-vis des heures de défense que peuvent représenter la défense des intérêts de quiconque, et évidemment qu'il faut être respectueux des droits de la défense. Bon, il est peu de dire que ça a changé, mais ça a changé même du point de vue de l'actuel président de la République qui, en mars 2017, disait bien évidemment qu'un ministre mis en examen devra démissionner, et qu'aujourd'hui, nous avons 2 ministres en fonction qui vont être jugés d'ici la fin de l'année. Monsieur Dussopt pour favoritisme, et Éric Dupond-Moretti, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Il y avait un cas précédent d'un secrétaire d'État qui est resté au gouvernement jusqu'à sa condamnation. Bon, chacun peut avoir l'avis qu'il veut par rapport à ça. Je ne suis pas là, moi, pour le donner, mais il est certain qu'il y a eu une évolution. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, à la lumière de l'affaire qui frappe le monde du rugby, on découvre dans la bouche du président de la République que maintenant, le critère, c'est la condamnation en appel. Ah ouais, d'accord, mais la condamnation en appel, elle n'est pas définitive non plus. La personne peut se pourvoir en cassation. Alors, faut-il attendre la condamnation devant la Cour de cassation ? Peut-être, mais la personne peut se faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Faut-il attendre la condamnation ou pas de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme 10, 15, 17, 20 ans après les faits? Est-ce que ça empêche, la situation judiciaire empêche politiquement de réagir? Je vais vous donner l'exemple d'un maire, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Nous avons fait des révélations le concernant, s'agissant d'un chantage à la sextape qu'il est accusé d'avoir monté contre son premier adjoint. Dès nos révélations, avant même qu'il y ait la moindre mise en examen, les Républicains l'ont exclu des Républicains, ont pris une décision politique. Décision qu'ils ne prennent pas pour des gens condamnés parfois définitivement dans leur camp. Je parle des Républicains, je pourrais parler d'autres partis politiques. Vraiment, ça n'est pas un discours du tout partisan. Je donne cet exemple-là pour montrer qu'il peut y avoir des choix politiques. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de compliqué. Je ne suis pas là pour dire quelle est la bonne solution, mais à tout lier à la décision judiciaire, comme si
ont confié l'intégralité de notre cerveau politique, administratif, citoyen à la justice. Mais la justice, elle est là pour traiter des faits de justice et de ce qui est qualifiable pénalement, si on est dans le domaine du pénal. Sur votre première question, pourquoi on n'a pas évolué? C'est très dur de répondre à cela. D'un trait, moi je dirais que j'interprète ça, ça n'est que mon avis, donc je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt, mais comme une faillite globale, faillite générale, d'une lâcheté politique, d'une passion sportive et de liens d'intérêt. Comment est-il possible que tout ce que nous avons raconté n'a pas fait débat? On l'a dit depuis tout à l'heure. Donc, je pense que c'est comme un muscle. C'est-à-dire que ça se travaille. Et que, quand je parle de lâcheté politique, bah oui, je pense que certains considèrent qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner à aller sur ce terrain-là. Et à se mettre à dos beaucoup de gens qui, par millions, ont la passion d'un sport ou d'un autre. Mais je pense qu'on peut quand même trier le bon grain de livret du débat public en expliquant que mettre des mots sur l'affaire des quotas, ça ne veut pas dire ne pas aimer le football. Nous, le procès qui nous a été beaucoup fait à ce moment-là, c'était « mais Mediapart, vous n'y connaissez rien au football ». C'est pas une question de football, c'est une question de respect du préambule de la Constitution française, en fait, si on veut aller à ce genre de compte-là. Et que même les critères footballistiques mis en avant étaient, comme ça avait été dit par Lilian Thuram, un alibi. Et factuellement, je crois que ça a été démontré par Michael Egenberg. Donc voilà, moi, quelle est l'interprétation que je fais d'une faillite générale dans laquelle j'inclus évidemment aussi les médias, même si je n'aime pas essentialiser. Il n'y a pas les politiques, les médias, les citoyens, mais enfin on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé.